Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vais vous raconter la fois où je me suis fait agresser au scalpel dans le tramway. Donc cette histoire date d'il y a 2 ans, je l'avais publiée sur une autre chaîne, mais pas sur ma chaîne de Krav Maga qui était un peu en sommeil à l'époque. Je pense que c'est intéressant pour vous de voir cette vidéo d'un point de vue du retour d'expérience que ça peut être et de voir un petit peu quelles sont les réactions que j'aurais pu avoir d'autres que celles que j'ai eues. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Spoiler alerte, je vous dirais que légalement j'ai mal agi, mais pour ma propre vie j'ai bien agi. Et vous allez comprendre pourquoi après. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens après. Ok, donc on y est. Donc pour cette vidéo où je vais vous raconter donc ce qui s'est passé, il me semble que c'était le 4 avril de cette année, où je me suis fait agresser donc dans le tram. Donc dans cette vidéo, je voudrais être bien clair là-dessus. Il ne s'agit en aucun cas d'une tentative de ma part de faire une espèce de voyeurisme ou de quoi que ce soit de mal placé, rien à voir. C'est un retour d'expérience. Je n'étais pas du tout parti pour faire une vidéo spécifique. Je voulais le relater, quoi qu'il arrive, dire ben voilà ce qui m'est arrivé, voilà la tête de celui qui a fait ça, diffuser le plus possible son visage pour qu'on le retrouve. Ensuite, j'ai eu beaucoup de messages de la part de beaucoup de mes élèves, mais aussi d'amis, mais aussi d'experts de Krav Maga. Salut Yann, si tu vois cette vidéo. Et on m'a demandé en fait un espèce de retour d'expérience en expliquant point par point, temps par temps, seconde par seconde ce qui s'est passé et ce que j'ai fait physiquement, comment j'ai traité la situation, à quel moment il y a eu agression de ma part, à quel moment j'ai donné des coups, quel coup j'ai donné, dans quelle position j'étais, etc. D'un point de vue pédagogique, c'est toujours intéressant pour des pratiquants et même pour les non-pratiquants de savoir ce qui se passe physiquement, psychologiquement, mais aussi techniquement. Est-ce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai commis des erreurs? Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Déjà, je vais essayer de faire un peu de place pour essayer de nous remettre dans le contexte et il va falloir essayer d'imaginer que mon studio, là, c'est la rame de tram, d'accord? Donc je vais placer la caméra comme si vous étiez l'agresseur. On va essayer de faire ça. Donc ce jour-là, j'étais parti faire un tournage sur les quais pour en fait tester mon nouveau skate électrique. Et du coup, j'avais des plans à faire pendant toute une partie de la matinée et en début d'après-midi. Donc après avoir fait tous ces plans, je suis rentré en tram chez moi. Donc la rame était quand même relativement vide. Il y avait une famille qui était assise juste derrière moi, une femme avec ses 3 enfants. Il y avait une ou 2 autres personnes vers la cabine du conducteur et de l'autre côté, vers l'arrière de la rame, c'est-à-dire devant moi, puisque j'étais assis à contresens de la marche, il y avait donc ce type, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Capitaine Duglan, ça lui va très bien. Donc Capitaine Duglan était juste en face de moi, dans mon champ de vision, et à l'arrière, il y avait un autre monsieur, un autre jeune, et puis 2 autres personnes dans le fond, enfin bon, il y avait quasiment personne. Et donc j'étais assis sur mon tabouret. Donc j'étais là, je suis sur mon strapontin, donc en fait si je suis sur mon strapontin, si je suis dans l'axe, je suis comme ça, voilà. Donc là, il faut imaginer la rame comme ça, vous êtes l'agresseur, mon agresseur, et vous êtes à peu près appuyé sur la porte coulissante, et vous avez le regard tourné vers moi. Et là, moi j'étais en train de manipuler ma caméra, et comme je voulais faire des plans de coupe pour agrémenter ma vidéo, je me suis dit je vais filmer des extérieurs, donc je commence à filmer de mon côté, je filme un petit peu de l'autre, je filme derrière moi vers la cabine du conducteur, vers le long de la rame, et puis je fais un plan sur l'arrière de la rame, voilà. Et juste après avoir filmé, je commence à le voir qui se tourne vers moi et je le vois marmonner. Alors il marmonnait dans sa langue, alors c'était pas de l'arabe, c'était, j'imagine c'était du bulgare, ou je sais pas trop quoi, je sais pas, ou du roumain, j'en sais rien. Et à la fin de chaque phrase, j'entendais « fils de pute ». Ça, c'est la première chose.
Donc j'entends une fois, deux fois. Attends, c'est moi qui regarde ou... Oui, oui, c'est bien moi, ok, fils de pute. Et donc là, je me retourne, et puis je vois la dame qui est assise avec ses 3 enfants. Donc du coup, mais putain, mais ça s'adresse à moi. Et je continue de le regarder une fois, deux fois, 3 fois. Vous savez, ce moment où vous dites, mais est-ce que je suis bien sûr d'avoir vu et entendu ce que j'ai entendu? Et à ce moment-là, son regard devient plus insistant, plus méchant. Fils de pute, fils de pute. Donc en tout, il aura dit, allez, 4-5 fois. Je ne fais pas attention. Je prends ma caméra et je tourne un plan sur l'arrière de la rame, en fait, pour faire un plan fixe. Et je pense que c'est ça qui a tout déclenché, en tout cas dans sa tête à lui. Donc il s'est dit, il est en train de me filmer. Donc potentiellement, avec le recul, je comprends pourquoi. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, il me dit, tu fais quoi avec ta caméra? Et je lui fais, bah, je fais du café, tu vois pas? Non, je déconne, j'ai pas dit ça. Non, je dis, je fais une vidéo pour YouTube. Et là, il remarmonne dans sa langue et il me redit, fils de pute, fils de pute. Et là, je commence à comprendre. L'histoire, il dit, le mec, il veut m'embrouiller, donc ça va pas le faire. Je ne suis pas spécialement en colère. Je suis quelqu'un plutôt, comment dire, je ne suis pas bagarreur, je ne suis pas provocateur, mais par contre, je ne me laisse pas faire. Effectivement, il ne m'en faut pas beaucoup pour répondre, ou pour dire simplement tu ne me parles pas comme ça, ou pour réagir en tout cas. Ça ne m'a pas apporté que des bonnes choses, mais je suis comme ça. Et il recommence à m'insulter, fils de pute, fils de pute. Et à ce moment-là, je commence à hausser le ton. Je fais, à travers le masque, je commence à vraiment parler fort et dire bon, maintenant c'est bon, quoi, t'arrêtes de m'insulter, ça va mal se terminer. Et il continue, et il commence à adopter une mimique, vous savez, un regard un peu provocateur, genre un peu comme ça, vous voyez, fils de pute, fils de pute. 5 fois, 10 fois, 15 fois. Et à ce moment-là, je me dis, putain David, t'as fait fort. Il n'y a pas si longtemps, je sais pas, peut-être 2-3 ans, tu l'aurais cartonné direct, quoi. Tu n'aurais même pas cherché à comprendre. Là, j'ai été super patient. Mais au bout de la 30e fois, de vous à moi, au bout de la 30e fois, vous faites quoi? Hein, à moins de fermer sa gueule et de se dire, je me laisse marcher dessus. Non, ben non, on ne se laisse pas marcher dessus. Et un peu de respect pour soi-même. Donc à ce moment-là, je me lève, je pose mon matos. Alors pour vous donner une idée, j'avais ma caméra Sony, j'avais mon stabilisateur, j'avais tout mon matériel de prise de son. Bon bref, j'avais 5000 € de matos sur moi. Entre ce que j'avais dans le sac et à la main. Il n'était pas question que j'aille me bagarrer avec 5000 € de matos sur moi, vous imaginez bien. Je pose mon matériel sur le tabouret et je m'approche et je fais tu vas m'insulter encore comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... je sais plus ce que je lui dis en fait. Qu'est-ce que je lui dis? Oui, je lui dis maintenant t'arrêtes, ça va vraiment mal se terminer. Et là en fait, là je me mets à sa place. Là maintenant c'est moi l'agresseur. Il était comme ça et puis il se met sur le côté et puis son bras part en arrière et puis il marmonne presque à peine audible. Fils de pute, je vais te découper. Et au même moment, on arrivait en gare, les portes s'ouvrent. Donc vous imaginez, fils de pute, je vais te découper. Les portes s'ouvrent. Et c'est ça qui a tout déclenché. Enfin, c'est pas la porte, c'est le je vais te découper. Ça a été le moment où j'ai switché, où en fait la frappe est partie dans la demi-seconde qui a suivi. Pour moi, il y avait déclaration de guerre, c'était une menace de mort. Hein. Moi, je suis en droit de croire ce qu'il me dit, c'est-à-dire qu'il a quelque chose sur lui capable de me tuer, donc moi je ne cherche plus à comprendre. Pour moi l'agression était là. Il faut que je revienne, alors, je ne fais pas durer le suspense pour rien, non, c'est que j'essaie de me souvenir, je ne me suis pas fait de pompe aujourd'hui, j'essaie de me souvenir, voilà. J'ai expérimenté, et là, plus que les autres fois, ou les quelques fois où j'ai dû me bagarrer, le fameux effet tunnel, mais je n'ai pas remarqué que ça. Il y a aussi un effet sur l'audition. C'est-à-dire que votre audition, tous vos sens sont concentrés sur la menace. C'est-à-dire que le bruit du tram, les gens qu'il y a dehors, les voitures, tout ça, ça n'existait plus. Je n'entendais plus rien. La seule chose que j'entendais, c'était cette voix en face de moi qui me parlait et qui résonnait. La perception du corps dans l'espace, c'est comme si plus rien n'était là en fait. Je voyais la personne en face de moi, mais je ne voyais plus
le background, tout ce qu'il y avait, la porte derrière, le quai, oh, tu fais chier, le tram, je voyais plus rien de tout ça. Mais ça, je ne l'ai vu qu'après analyse. J'ai vraiment pu analyser mon comportement juste après, puisque comme j'ai pas paniqué, j'ai pas eu ce moment où on ne sait plus ce qu'on fait, ou la panique nous envahit, ou effectivement il peut y avoir un blackout au niveau mémoire. Là, je me souviens quasiment de chaque seconde. Et dès lors où il m'a dit donc je vais te découper, à ce moment-là, alors lui il était de côté et son bras a disparu derrière. Donc c'est après coup que j'ai réalisé que il était peut-être en train d'attraper quelque chose. En tout cas, moi, je ne me focalisais que sur deux choses: la menace de mort et ses mains. Dès lors où ses mains ont disparu, ou en tout cas une de ses mains a disparu, pour moi, c'était le moment de déclencher mon attaque. Je me remets à ma place. Moi, j'étais de 3/4 comme ça, et je lui parlais avec la main devant comme ça. Et au moment où il me dit « je vais te découper ». Et là, immédiatement, une droite du bras arrière. Boum! Il la prend pile poil au niveau de la mâchoire. Donc, une frappe assez lourde, pas aussi lourde que j'aurais voulu. Cette première frappe le surprend et l'éjecte littéralement du tram. Boum! Ce qu'il y a, c'est qu'au moment de frapper, au moment où je le touche, boum, j'avance sur lui. Et avec l'autre bras, je viens lui saisir son bras avant. C'est-à-dire que là, maintenant, je me mets à la place de l'agresseur, qui était plutôt dans cette position. Donc, il le prend là. Boum. À ce moment-là, j'attrape ce bras pour le forcer, en fait, à garder ce bras ici. Et non pas à ce qu'il prenne le coup et qu'il se retourne et peut-être avec quelque chose à la main. Donc, son bras, je le poussais pour qu'il me présente son dos. Donc, il était avec le bras comme ça, et moi je le poussais comme ça. Et il était donc en déséquilibre, complètement vers l'avant. À ce moment-là, donc, deuxième frappe qui le touche au niveau du crâne, boum. Troisième frappe qui ripe sur le crâne. Troisième frappe pas efficace. Ce qui prouve qu'après chaque coup, la situation change. Pour ceux qui pensent encore qu'en Krav Maga on fait du fake en travaillant sur des adversaires qui ne bougent pas et nous qui enchaînons 25 frappes dessus, bien évidemment que ça n'est pas réaliste. C'est juste un travail technique. Je veux dire, il y a 2-3 neuneux qui croient encore qu'en Krav Maga, on travaille. Bon, bref, vous m'avez compris. Pourquoi elle a ripé? Parce qu'en fait, dès la première frappe, il a été sonné. La deuxième, il a vu que ça avait choqué. Et il a eu un moment il a voulu s'extraire. Il a donné un coup sec comme ça, avec sa veste, et il est tombé par terre. Donc là, je me mets... Là, vous êtes dans le tram, d'accord? Boum, boum, j'ai frappé, boum, et il roule sur le quai. Je suis là. Et là, je me rends compte que je suis sur le quai et que les portes du tram sont en train de se refermer. Et ça fait tilt dans ma tête. J'ai 5 000 € de matos dans le tram qui s'apprête à partir avec moi sur le quai. Et à ce moment-là, il est vrai que si j'avais pas eu mon matériel, j'étais vraiment parti pour le mettre complètement hors de combat. Bref, mon matériel. Donc je suis là, je me retourne, je vois que la porte se ferme. J'ai juste le temps de mettre un bras pour empêcher que la porte se ferme. La porte se réouvre. À ce moment-là, j'entre. Pendant que j'entre, lui, il s'est relevé. Il arrive derrière moi, je me retourne, en fait, et à ce moment-là, vous êtes maintenant, il faut suivre, hein, sinon si vous prenez la vidéo au milieu, vous n'allez rien comprendre. Là maintenant, vous êtes les yeux de mon agresseur. Je suis rentré dans la rame, je me retourne, et là, vous savez, il y a les barres où on se tient. Et je prends appui sur les barres, comme ça. Mon agresseur est là, et il a le scalpel à la main. Je ne sais pas à quel moment il l'a sorti, est-ce qu'il l'avait à la main quand il est tombé, j'en sais rien. Il l'avait à la main. Il m'a dit, maintenant, viens. Alors, pour la petite histoire, au moment où l'autre a sorti son scalpel, donc tout le monde l'a vu dans le tram, et la femme qui était assise derrière moi s'est mise à hurler, elle a couru avec ses gamins contre la cabine du conducteur en hurlant « Il va le poignarder, il va le poignarder !» C'était, je vous dis, c'était la folie dans le tram, c'était un truc de malade, j'étais dans un autre monde. Je n'avais pas 36 solutions. Il ne fallait surtout pas qu'il remonte dans le tram. Parce que s'il remonte dans le tram, je me retrouve avec un adversaire armé d'un scalpel, dans un lieu exigu où je ne peux pas bouger comme je veux. Certes, il y avait peu de monde, heureusement, mais ça aurait été très compliqué de le mettre hors de combat sans danger. Hein. Je ne sais pas si j'y serais arrivé. Et moi, je m'étais donc accroché aux barres. Et là, le but, c'était que s'il mettait un pied dans le tram, je prenais appui sur les barres et avec les deux pieds, boum,
j'essayais de l'éjecter et de le garder dehors, jusqu'à ce que les portes se ferment. Ça a duré 4, peut-être 5 secondes, où là on s'est regardé en chien de faïence, et je savais qu'à un moment donné les portes allaient se fermer. J'attendais qu'une chose, c'était qu'il rentre, mais il n'a pas osé rentrer. À ce moment-là, les portes se ferment, et le tram s'en va. Alors, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, et est-ce qu'il y aurait eu une façon de mieux réagir? La réponse est oui, bien sûr. Avec le recul, ma réaction a été ce qu'elle a été. Certains seront d'accord avec moi, d'autres pas. Ma réaction m'a mis en danger parce que très certainement, si je m'étais tu, si je n'avais pas réagi aux insultes, si j'étais resté sur ma chaise à l'ignorer, il en serait resté quelques insultes, ça se serait arrêté là. Mais j'ai réagi. On en revient toujours au message que je martèle dans mes vidéos de crave, et je vais le remarteler aujourd'hui, il faut avoir du respect pour soi-même. Oui, se défendre, répondre, c'est dangereux. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut vivre comme un lâche toute sa vie? Non, il faut évaluer ses chances. S'ils avaient été 25 avec des battes de baseball et des kalachnikovs, je pense que j'aurais fermé ma gueule. Mais il y a un moment, il faut dire stop. Le type est impoli, insultant, menaçant, jusqu'à vous menacer de mort, et vous ne dites rien. Non, tu ne me parles pas comme ça. À ma place, qu'auriez-vous fait? Moi, ça m'intéresse de le savoir. Mettez-le brièvement, hein, en une ligne. Mettez-moi ce que vous auriez fait dans ma situation. Est-ce que vous seriez descendu à l'arrêt suivant par une autre sortie? Vous n'auriez rien dit? Ou peut-être que vous seriez levé? Qu'auriez-vous fait? Moi, ça m'intéresse d'un point de vue simplement pour ma connaissance personnelle. C'est intéressant de voir comment les autres réagissent en fonction de son vécu, de ses capacités. Voilà. Moi, effectivement, moi, j'ai la chance d'être formé au combat, à la self-défense. Donc, ça m'a grandement aidé. Peut-être que je ne l'aurais pas fait si je n'y avais rien... comment on dit? Peut-être que je n'aurais rien fait si je n'y avais rien connu. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, bref, vous m'avez compris, hein, si j'y connaissais rien, je serais resté sur ma chaise. Donc, dites-le moi. Maintenant, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu... Non, j'ai pas eu peur du tout. Alors, il y a une chose, si ça ne vous est jamais arrivé, vous verrez que c'est quelque chose d'étrange, la peur. La peur, elle vous alerte, mais pendant, elle est absolument absente. C'est-à-dire, quand l'action se déclenche, la peur disparaît, comme par enchantement, mais comme ça. Et pour en revenir à ce que je vous disais au départ, il y a un ami à moi qui est policier à Paris, qui m'a contacté et qui a pris la photo de capitaine Duglan pour le passer au fichier, et puis il a trouvé. Il a trouvé que le monsieur n'était pas du tout inconnu des services de police, on pourrait s'en douter, étant donné que l'arme qu'il a utilisée, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'arme c'était donc un scalpel, mais pas un scalpel, le scalpel que vous trouvez sur le marché, non, c'était une lame de scalpel, hein, qui était à peu près grande comme ça, attachée à un manche de stylo, hein, un grand stylo, et scotché, enfin en tout cas il avait mis la lame dans une rainure qu'il avait coupée dans le stylo, un peu comme ils font dans les prisons, vous savez, ces couteaux qui se fabriquent. Et le mec, il avait fabriqué ça de ses mains. Donc on est quand même en droit de se dire que s'il a ça sur lui, c'est certainement pas la première fois qu'il s'en sert. Donc mon ami policier m'a dit d'aller porter plainte. Alors moi je ne voulais pas aller porter plainte parce que ma vision de la... pas de la police bien entendu, mais de la justice, hein, on l'arrête, on le met en garde à vue, on le libère, il est convoqué au tribunal, il va au tribunal, étant donné qu'il est insolvable, ben, on peut lui réclamer ce qu'on veut, on n'aura rien. Et puis il rentre chez lui, et puis voilà, puis ça sera une ligne de plus sur son casier judiciaire, et puis ça s'arrête là. Donc moi, voilà, je suis un peu blasé. Le problème c'est que la police fait tout ce qu'elle peut, mais la justice n'est pas à la hauteur, tout simplement. Bon, après, c'est un débat, hein, la justice, oui, mais il n'y a pas de place dans les prisons, oui, mais on a des directives gouvernementales, oui, mais vos directives gouvernementales, je m'en bats les couilles. Mais à un point, vous ne savez même pas. Moi, je vois tous ceux qui ne sont pas comme moi. Moi, je fais partie des chanceux qui peuvent se défendre, jusqu'à un certain point. Mais bon, mais moi, je pense à tous ceux qui sont des victimes. Toutes les 3 semaines, tous les mois, il y a un mort à Bordeaux par arme blanche.
Et je ne parle pas d'une bagarre entre bandes rivales. À la limite, les racailles se tuent entre eux. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais quand c'est un pauvre étudiant qui se promène avec sa copine ou d'une fille qui veut s'interposer entre deux bagarres, qui prend un coup de couteau, moi, je suis désolé. Pour moi, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, c'est tout pour ce petit retour d'expérience. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je vous ai vraiment raconté ça de mémoire et un peu en vrac. Si j'ai oublié des trucs, dites-le moi dans les commentaires et je répondrai. Voilà, maintenant, protégez-vous, bien entendu. Hein. Je n'encourage personne officiellement à être armé, bien entendu. Mais un petit taser ou une petite matraque télescopique dans le sac, c'est pas forcément une mauvaise initiative. Allez, je vous fais un bisou. Ciao. Ok, donc vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu surtout, cette histoire, malheureusement, ça arrive tous les jours, hein, les agressions comme ça. La situation était très particulière et la loi ne prévoit pas de me considérer comme innocent dans ce cas de figure. Parce que si je n'avais pas réagi le premier, si je ne l'avais pas frappé le premier, eh ben ça veut dire qu'il aurait eu le temps de sortir son scalpel, et à la distance où j'étais de lui, on était dans le tramway, donc on ne peut pas bouger énormément non plus, il aurait très certainement pu me blesser gravement, voire peut-être me tuer. Surtout avec un scalpel, il suffit d'un seul coup au bon endroit pour que ce soit fatal. Donc, je pense que j'ai bien agi, et je pense que cette mésaventure, cette anecdote, crédibilise encore plus mon propos dans mon enseignement, qui est rester toujours dans le camp des vivants. Ça, c'est le message que je martèle à mes élèves. Même s'il faut vous mettre hors la loi, soyez vivants à la fin de l'altercation. Vous aurez toute votre vie, tout le temps de plaider votre cause à la police dans un tribunal, mais vous serez vivant. Malheureusement, la loi est mal faite en France. Hein, les textes existent, ils paraissent tous très bien ficelés. Elle paraît parfaite, la loi, quand on la lit, mais elle n'est absolument pas adaptée à la réalité de la rue. Donc il serait temps que nos élus en prennent acte, mais je pense qu'on peut toujours courir. Hein. Je pense que c'est une question de culture. En France, on nous apprend à ne jamais réagir. Oh là là, surtout ne réagissez pas si on vous agresse, puisque vous allez avoir des problèmes après. Oui, mais attendez, si la personne m'a agressé, ah non, 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 c'est vous qui allez avoir des problèmes, ne faites rien. En fait, on construit une société de lâches, une société de tafioles. C'est comme ça que je le pense. Hein. C'est vraiment une société qui prône le chacun pour soi. Si quelqu'un est en danger, oulala, non, il ne faut pas réagir, sinon on va se mettre nous-mêmes en danger et on pourrait avoir des ennuis. Ou si on donne un coup de trop à l'agresseur qui est en train de faire du mal à quelqu'un, eh ben c'est nous qui allons nous retrouver au tribunal. Tu m'étonnes que les gens ne veulent plus réagir. Et après, ça rentre dans le cerveau commun, et génération après génération, eh ben on forme des sociétés de lâches qui voient comme scandaleux l'idée qu'on puisse répliquer le premier lorsqu'on est menacé de mort. Moi, ça me fait gerber. Bref, je ne veux pas continuer sur ce sujet, ça va encore me foutre en rogne. Tout ça pour dire que voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura appris quelque chose. Et surtout, suivez bien mon conseil, malgré ce que dit la loi. Restez toujours dans le camp des vivants. Voilà. Ciao.